Ravi de vous retrouver, messieurs, dames, pour cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les grands titres. Compte rendu du traditionnel Conseil des ministres tenu en ce jour et présidé par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Plusieurs dossiers inscrits ont été examinés et des décrets adoptés, notamment celui de la mise à jour de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Un décret qui devrait permettre de créer une synergie d'action des différents départements dans la lutte contre les groupes armés. Et puis l'UAS, l'unité d'action syndicale du Burkina Faso, dénonce une mauvaise gouvernance des nouvelles autorités. Face à la presse ce matin, elle a interpellé une fois de plus le gouvernement sur la nécessité d'apporter des solutions idoines aux préoccupations du peuple. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé Coup de cœur, la direction de Tam Tam Group Presse était face au premier responsable du Lions Club du district 403 à 3. Une campagne de collecte de dons avait pour objectif de venir en aide aux personnes déplacées internes. Plus de précisions dans un instant. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons ce journal avec le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi 27 juillet au palais de Kosiama, une rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé qui a permis d'examiner plusieurs dossiers et adopter des décrets. Et justement, comme décret adopté, nous avons celui de la mise à jour de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Et au ministère en charge de l'économie, 2 ordonnances autorisant des accords de prêt ont été validées. C'est un compte-rendu de Alexis Wenkouni, Belemnaba. Un décret portant une mise à jour de la stratégie nationale de sortie de crise, notamment la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. C'est ce qui ressort de la délibération au titre du ministère en charge de la Défense à ce Conseil des ministres de ce mercredi 27 juillet. Un décret qui devrait permettre de créer une synergie d'action de différents départements dans la lutte contre les groupes armés. L'adoption de ce décret permet aux membres du gouvernement et à l'ensemble des sectoriels opérationnels une meilleure coordination de l'ensemble des actions et initiatives stratégiques de lutte contre le terrorisme. Ceci créera une bonne synergie des différentes actions de lutte contre la menace afin d'obtenir une réponse optimale, efficace et durable. 2 ordonnances sont adoptées au titre du ministère en charge de l'économie. La première porte autorisation de ratification de la convention d'accord de prêt entre le gouvernement du Burkina Faso et l'Agence française de développement pour le financement du projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est. Le coût global du projet s'élève à 36,20 milliards de francs CFA. La contribution de l'AFD sous forme de prêt est de 16 398 925 000 CFA, soit environ 25 millions d'euros. Le projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est, PICO+, permettra de réaliser des aménagements hydro-agricoles pour booster la production agricole et développer des chaînes de valeur des produits agricoles pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations bénéficiaires. La deuxième ordonnance, toujours au compte du ministère en charge de l'économie, une autorisation de ratification d'un accord de prêt conclu le 6 avril dernier entre le gouvernement du Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement du projet de construction et d'aménagement de bas-fonds et de périmètres irrigués. Le coût total du projet est de 9,4 milliards de francs CFA hors taxes et sera financé par la BOAD à hauteur de 8 milliards 500 millions, par les institutions de microfinance à hauteur de 130 millions et le budget de l'État à hauteur de 770 millions de francs CFA. Donc ce projet de construction de barrages et d'aménagement de bas-fonds et de périmètres irrigués dans la province du Ganzourgou contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion du développement. Le projet concernera 75 400 habitants
soit 12 600 ménages, et sera particulièrement axé sur les besoins et préoccupations des femmes, des jeunes de la zone concernée. Un décret a été également adopté au titre du ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation portant création d'emplois au Centre national de la recherche scientifique et technologique. 5 autres décrets sont également adoptés au titre du ministère en charge de la fonction publique. Et puis nous restons toujours au palais de Kosiam avec un autre dossier examiné, notamment celui du ministère en charge des sports, où il était question d'adoption d'un décret organisation de ce département. Je vous propose donc d'écouter la ministre en charge de la communication, toujours au micro de Alexis Wenkouni, Belem Naba. Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. L'adoption de ce décret permet à ce ministère donc d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret numéro 2022-0026 presse trans PM SGG CM du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret numéro 2022-0055 presse trans/PM SGG CM du 20 avril 2022 portant organisation type du département ministériel. Après avoir dépeint un tableau sombre de la situation sécuritaire du Burkina depuis l'avènement du MPSR, l'UAS a fustigé la manière de gouverner des nouvelles autorités. Selon Guy-Olivier Ouedraogo et ses camarades issus de 6 centrales syndicales et de 17 syndicats autonomes, la restauration dont parle le MPSR est tout simplement celle de l'ancien régime Compaoré. Face à la presse, l'UAS a interpellé une fois de plus le gouvernement sur l'impérieuse nécessité d'apporter des solutions adéquates aux préoccupations du peuple, dont principalement la restauration de l'intégrité du territoire national. Sarah Kaboré et Cheikh Omar Ouedraogo nous en disent plus. 6 mois après l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, l'unité d'action syndicale UAS dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire. Une situation sécuritaire qui s'est davantage aggravée depuis la prise du pouvoir par les militaires. Pour Guy-Olivier Ouedraogo et ses camarades, la principale préoccupation des nouvelles autorités devrait être la restauration de l'intégrité du territoire. Cependant, ils disent constater avec amertume que cette restauration dont parle le MPSR est tout simplement celle de l'ancien régime Compaoré. Le retour de ce dernier, le 7 juillet dernier, en est l'illustration parfaite. Incapable d'opposer au groupe terroriste une réaction à la hauteur des attentes des populations et promise par eux à leur prise de pouvoir, le MPSR et son gouvernement se révèlent au peuple burkinabé à travers, entre autres, et je cite, la révalorisation indécente des salaires du président du Faso, du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement sous le prétexte de l'inflation. Et une prime à l'impunité en faisant venir l'ancien président Blaise Compaoré, en dépit du fait que ce dernier est sous le coup d'une condamnation judiciaire et d'un mandat d'arrêt international sous prétexte de réconciliation. Cette velléité de soustraire Blaise Compaoré de la justice achève de convaincre les plus sceptiques sur les motivations et les plans réels du MPSR, à savoir la restauration de l'ancien régime Compaoré. L'unité d'action syndicale est également revenue sur la décision du gouvernement de la transition de rembourser les retenues illégalement opérées sur les salaires et traitements des agents publics suite aux grèves de 2016 à 2021. Elle salue cette initiative mais émet quelques inquiétudes. L'UAS pense que cette mesure risque de remettre en cause des acquis des travailleurs. Sont celles-là la suspension déjà effective du paiement des indemnités aux agents dont les prises de service sont retardées par l'administration. Le projet d'harmonisation des primes servies aux travailleurs des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale, les velléités de remise en cause des voyages d'études et des primes de recherche des enseignants-chercheurs, la mise en œuvre des mesures préconisées par la conférence sur la réforme
du système de rémunération, etc. Guy Olivier Ouedraogo, se prononçant sur la cherté de la vie, a confié que son organisation a voulu entreprendre des actions pour alléger le panier de la ménagère. À ce sujet, l'UAS a fait des propositions en vue de les soumettre au Premier ministre Albert Ouedraogo. À 2 reprises, cette organisation syndicale dit avoir demandé une audience au chef du gouvernement. Malheureusement, ces 2 demandes d'audience sont restées sans suite jusqu'à ce jour. C'est connu de tous, ce 26 juillet, à travers une correspondance, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, a demandé pardon au peuple burkinabé. Du côté du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, où Blaise Compaoré est président d'honneur, la demande de pardon est fortement appréciée. Une requête qui, selon eux, est signe d'une nouvelle ère, celle du pardon. Un acte qui, toujours selon eux, démontre la hauteur d'esprit de l'ancien président. Et pour Eddy Kombeugho, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il invite donc les Burkinabés et surtout les familles des victimes à accepter le pardon de l'ancien président. C'est dans ce reportage signé Michael Tougri et Wendla Sida Kaboré. Condamné par contumace en avril 2022 à la perpétuité dans le dossier assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, a demandé pardon aux Burkinabés et surtout à la famille Sankara, plus de 34 ans après les événements du 15 octobre 1987. Au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, la démarche de Blaise Compaoré est saluée. Ce mea culpa de Blaise Compaoré, selon Eddy Kombeugho, est un grand pas vers la réconciliation nationale. Qu'il présente son pardon aujourd'hui, nous pensons que c'est une bonne chose. L'essentiel, c'est que le message passe et que le peuple burkinabé entende sa requête de pardon et que le peuple burkinabé accepte sa demande de pardon. Et je sais que le peuple burkinabé est capable de le faire, et même les victimes, pour une réconciliation sérieuse, une réconciliation forte au niveau non seulement des familles, mais également auprès du peuple burkinabé. Selon Eddy Kombeugho, la situation sécuritaire commande de taire les divergences pour sauver le Burkina Faso. La question de la cohésion sociale prônée par le président Damiba doit être mise en évidence afin que les Burkinabés se pardonnent et se réconcilient pour relever le défi sécuritaire et celui du développement de la nation. Je pense que tout cela nous donne des leçons de vie. Nul n'est aussi fort, nous sommes tous faibles devant Dieu. Cette demande de pardon s'inscrit en droite ligne de la force de l'homme et de la faiblesse également en termes philosophiques. Cela s'entend. Et c'est pourquoi je demande à chaque Burkinabé d'entendre et d'accepter cette requête de pardon. La nation en péril, nous osons croire que ceux-là même qui sont amenés à appliquer cette justice entendront par la bonne oreille cette demande de pardon. Blaise Compaoré a posé le pas ce 26 juillet à travers sa demande de pardon. Il faut que les Burkinabés entendent son message de pardon, insiste le président du CDP. Eddy Kombeugho explique que seuls ceux qui n'agissent pas ne se trompent pas. Et pour ceux qui ne croient pas au message de pardon, le président du CDP explique qu'avec le temps, le pardon de l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, finira par être entendu. Nous rapprochera davantage. C'est pourquoi je dis qu'il faut travailler à guérir les blessures des uns et des autres depuis les années 60 et depuis que le président Blaise Compaoré a été président. Il a dit pendant tous ses mandats, et si on sait être patient, si on sait donner le temps au temps, ceux qui sont aujourd'hui réticents retrouveront la voie de l'apaisement et la voie du pardon. Il invite par ailleurs les militants de son parti à être les ambassadeurs de ce message de Blaise Compaoré, porteur de paix auprès du peuple burkinabé. C'est à ce titre que le président du CDP demande à toutes et à tous d'être attentifs, d'entendre le message de pardon et aux victimes d'accepter de pardonner.
Le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a présenté ce 26 juillet lors d'une conférence de presse les résultats de son 12e rapport sur le secteur minier au Burkina Faso. Comparativement à 2019, les revenus nets générés ont augmenté de 82%. Par ailleurs, la production d'or connaît une hausse de 24%, alors que la production du Zina a chuté de 27%. Plus de détails dans ce reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Selon les résultats du 12e rapport ITIE 2020, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, les revenus nets générés par le secteur extractif est estimé à 291 milliards de francs CFA contre 160 milliards de francs en 2019, soit une augmentation de 82%. Aussi, la quantité d'or produite en 2020 est de 62 tonnes contre 50 en 2019. L'on note donc une augmentation de la production de 24%. Des chiffres qui, selon le président de la Chambre des mines du Burkina, révèlent l'importance du secteur minier pour l'économie burkinabé. Comme vous venez de le voir, les chiffres de 2020 disent qu'on a 16% du PIB de notre économie qui est porté par 17 entreprises minières. C'est ça le principal chiffre. Et 83% des recettes d'exportation viennent de ce secteur-là. Ça vous montre le poids de ce secteur. Dans le même temps aussi, ça nous montre que l'impériosité de maintenir ce secteur-là en vie et surtout de garder la capacité de production. Vous avez vu dans les chiffres que 50% des recettes que le secteur génère à l'État, c'est basé sur les royalties. Donc qui dit royalties, ça veut dire la production. Donc si la production baisse, ça va impacter aussi cela. Il ressort également de ce rapport que la contribution du secteur minier aux recettes de l'État est de 237 milliards de francs CFA en 2020 contre 143 milliards en 2019. En plus, 45 milliards de francs CFA vont directement au fonds minier de développement local. Pour Adama Soro, le seul bémol à relever est le manque de diversification de l'économie burkinabé, puisque dépendante du secteur minier. Donc c'est en cela aussi qu'il faut saluer le nouveau texte sur le contenu local. Donc ça va nous donner un levier d'irrigation majeur au niveau, comme on appelle, aval de notre économie. Donc ça c'était plutôt un défi. Je ne vois pas ça comme un risque, c'est un défi. Et enfin l'autre point, on l'a vu que l'orpaillage c'est à peine 0,27 tonnes contre les 62 tonnes du secteur minier industriel. Ça montre le défi encore de travailler davantage à ce que l'orpaillage puisse irriguer davantage l'économie au niveau national. Les trois plus grandes entreprises contributrices aux revenus budgétaires du secteur minier sont respectivement Isakan, Oundé Gold, Operation et Semafo Burkina Faso. Au niveau du zinc, la production connaît une baisse de 27%. 152 440 tonnes de zinc ont été produites en 2020 contre 211 244 en 2019. Pour ce qui est des autres substances, 10 000 tonnes d'argent ont été produites en 2020. Au niveau des carrières, la production est estimée à 1 221 223 mètres cubes. La production des rapports ITIE vise à fournir aux populations des informations sur l'activité minière afin d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance et surtout de susciter les débats publics. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé Coup de cœur, la direction de Tam Tam Group Presse est allée présenter son projet au premier responsable du Lions Club District 403 à 3. Un projet qui consiste à collecter des dons en nature ou en espèces afin de soulager un tant soit peu les personnes déplacées internes. Reçu des mains du gouverneur du district 403 à 3, le dit projet a été apprécié par ce dernier qui n'a pas manqué de féliciter Tam Tam Group Presse pour la démarche et promet par ailleurs accompagner ce projet. À noter également que cette campagne est un projet qui entre en droite ligne de l'un des objectifs de ce club service. Les détails dans ce reportage de Mamidriana Kamabou. Avec à sa tête le premier responsable, la direction de Tam Tam Group Presse dans les locaux de Lions Club International. La délégation est venue présenter son projet dénommé Coup de cœur pour les personnes déplacées internes. Ce projet, prévu pour le 6 août prochain, consiste à collecter des dons en nature ou en espèces afin de soulager un tant soit peu ces personnes qui ont quitté leur localité respective à cause de l'insécurité.
Après une brève présentation du projet, Tam Tam Group Press, par la voix de son directeur général, a demandé l'accompagnement de Lions Club International. Ce que nous attendons de ce club, une mobilisation d'abord des personnes, une mobilisation aussi des ressources, qu'elles soient en nature ou en espèces, voilà, qui sera remise ce jour-là sous l'égide notamment, bien sûr, d'un huissier de justice. Et à la fin de la cérémonie, tout cela sera retransmis dans les mains, du ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire, qui va prendre, et puis avec ses différents démembrements, qui va essayer de les faire parvenir aux personnes déplacées internes. Le gouverneur du district 403A3 a félicité Tam Tam Group Press pour la démarche et promet par ailleurs porter son soutien pour la réussite du projet. Un projet, selon lui, qui entre en droite ligne de l'un des objectifs de son club. Nous accueillons favorablement cette initiative qui rejoint dans une large mesure les objectifs que nous poursuivons en tant que club service. Ils ont souhaité que nous puissions être avec eux pour pouvoir apporter en tout cas notre soutien à la fois et nos apports à la fois au plan financier et au plan matériel, autant que faire se peut. Avec les autres amis Lyon, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que cette journée, cette campagne et avec la journée du 6 août, que ce soit une vraie réussite. Nous allons faire, en tout cas au niveau du Lions Club, ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire les services aux personnes défavorisées. Cette campagne qui a débuté connaîtra son épilogue le 6 août prochain. Les dons sont attendus de 7h à 17h à la Maison du Peuple. Tam Tam Group Press invite donc toute personne de bonne volonté à adhérer au projet. Il faut rappeler que le défi sécuritaire a déjà occasionné au Burkina Faso 2 millions de personnes déplacées internes. Et puis ce vendredi 29 juillet seront inhumés les 6 travailleurs de la mine de zinc de Perkoa à Réau dans la province du Sanguier. Les corps des 2 autres mineurs de nationalité étrangère seront transférés dans leur pays d'origine, notamment la Zambie et la Tanzanie. En rappel, c'était le 16 avril 2022 que les 8 mineurs se sont retrouvés piégés dans les galeries souterraines de la mine de Perkoa suite à une inondation. Les opérations de recherche ont pris fin le 20 juin dernier avec le corps du 8e mineur retrouvé. Tout de suite, le film des éléments avec Maxime Jean-Eudes Bambara. 16 avril 2022. Un communiqué du gouvernement informe de la disparition de 8 mineurs suite à une inondation de la mine souterraine de Perkoa. Nous sommes dans la province du Sanguier, région du centre-ouest. Selon les responsables de la mine, 24 travailleurs se trouvaient dans les galeries souterraines le jour des inondations, mais 16 d'entre eux ont pu se soustraire du sous-sol. Dès l'annonce de cet événement tragique, les responsables de la mine rassurent que les opérations de recherche sont en cours pour retrouver les 8 travailleurs, dont 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien. Il faut vider l'eau de la mine et pour ce faire, il faut installer des grosses pompes. C'est la première fois qu'un tel drame survient au Burkina Faso. La tâche s'annonce ardue. Les jours et semaines s'enchaînent, les familles s'impatientent. Un ultimatum de 72 heures est même donné aux responsables de la mine de Perkoa pour retrouver les portés disparus, et ce, à compter du jeudi 28 avril. 2 semaines se sont déjà écoulées et c'est toujours le statu quo. Les parents des victimes remontés posent une plainte au tribunal de grande instance de Koudougou pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'homicide contre X. Le gouvernement prend le problème un peu plus à bras le corps. Le samedi 23 avril, une délégation ministérielle se rend sur le site pour constater l'évolution des travaux. La situation est beaucoup plus compliquée qu'on le lui faisait croire. Le gouvernement déploie une équipe de techniciens pour renforcer celle de la mine. C'est la course contre la montre et il faut aller vite et bien. Une cellule de crise est mise en place au Haut Commissariat de la province de Réau où les parents des victimes se mobilisent chaque jour en attente des nouvelles de la mine.
Des rencontres de débriefing se tiennent désormais pour informer les parents de l'évolution de la situation. Selon les responsables de la mine, l'inondation, en plus de remplir les galeries souterraines d'eau, y a drainé également de la boue, ce qui rend difficile le travail des secouristes à pied d'œuvre jour et nuit. Il rassure tout de même quant à la possibilité de retrouver les disparus vivants dans les chambres de refuge que contient la mine. Mais le Premier ministre Albert Ouédraogo, après sa visite du 1er mai, se dit inquiet au regard de la situation. Il faut dire que les responsables de la mine nous ont assuré qu'il y a des possibilités, mais nous n'en savons rien. Voilà, au regard des informations que nous avons reçues et que nous avons recoupées, je vous avoue que je ne peux pas dire que je repars rassuré. Je suis peut-être même inquiet donc, quant à la situation de ces travailleurs. Le 10 mai, 2 pompes électriques commandées d'Afrique du Sud permettent de renforcer le système de pompage d'eau. 6 pompes électriques sont désormais déployées sur la mine. Après la première chambre de refuge retrouvée vide, les espoirs sont fondés sur la deuxième, logée au niveau 580 de la mine. Le vendredi 13 mai, une équipe de journalistes fait une descente dans les galeries accompagnée des membres du gouvernement. Contrairement à ce qu'avaient annoncé les responsables de la mine, les journalistes apprennent que les chambres de refuge ne contiennent pas de nourriture. Et c'est bien là l'inquiétude. Du côté de la cellule de crise, l'attente est de plus en plus longue. Les espoirs s'amenuisent. Sous un hangar, les parents des victimes se confient à Dieu. Pendant ce temps, les travaux avancent. Le 17 mai, la deuxième chambre de refuge est atteinte. C'est la chambre de tous les espoirs. Malheureusement, elle est retrouvée vide. C'est donc dire que les 8 mineurs n'ont pas pu l'atteindre au moment de l'inondation. Les opérations de recherche se poursuivent tout de même avec l'équipe des sapeurs-pompiers à la tâche. Le 24 mai, 4 corps sont retrouvés. Nous sommes à 39 jours de recherche. Le procureur du tribunal de grande instance de Koudougou, qui s'est déporté sur les lieux, en fait le constat. Le 28 mai, 2 autres corps sont retrouvés, puis le 7e, le 8 juin. C'est finalement le 20 juin que le corps du 8e mineur disparu est retrouvé, après donc 66 jours de recherche. Terminé le processus d'identification des corps, une délégation gouvernementale composée du ministre chargé des mines et celui de la fonction publique rencontre le matin du 16 juillet à Réau les parents des victimes de la mine de Perquois. La date du 29 juillet est choisie du commun accord pour l'inhumation des victimes burkinabais. Les corps des 2 mineurs de nationalité étrangère seront transférés dans leur pays d'origine. L'enquête ouverte n'a toujours pas livré ses secrets. Que de questionnements sur les conditions de la survenue de l'incident, la gestion de la crise par la mine aux premières heures et même l'implication plus tard des autorités. Seuls les résultats de l'enquête pourront définitivement situer les responsabilités. Voilà, et puis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président béninois Patrice Talon a reçu le président français Emmanuel Macron ce 26 juillet à Cotonou. Était donc au cœur des échanges la lutte contre le terrorisme ainsi que la restitution des œuvres d'art et des partenaires économiques. Emmanuel Macron, en pleine tournée africaine, a pour sa part rassuré que la France est prête à coopérer en matière de formation et d'équipement militaire pour renforcer la sécurité dans la région. Suivons donc ce reportage. Le président béninois Patrice Talon a reçu son homologue français Emmanuel Macron mercredi à Cotonou. Les 2 chefs d'État ont d'abord discuté en tête-à-tête à la présidence du Bénin pour ensuite convier leur délégation aux discussions portant essentiellement sur l'amélioration de leurs relations bilatérales. Le programme de cette rencontre n'est pas connu en détail, mais les présidents devraient aborder les questions de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité alimentaire, ainsi que de la coopération artistique et culturelle. La visite de la France s'inscrit également dans la volonté du pays de renouveler ses relations franco-africaines. La journée se poursuivra sur la visite de l'exposition des bronzes du Bénin, récemment restituée après avoir été pillée par les puissances coloniales. À l'issue de ces rencontres, Patrice Talon et Emmanuel Macron tiendront une conférence de presse commune sur la teneur de leurs échanges afin de clôturer cette première visite officielle du président français au Bénin. Sachez, messieurs, dames, que si vous négociez, vous devez le faire dans un esprit de réconciliation et non dans l'optique de lancer des ultimatums. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et à demain.